donné la possibilité de parler de mon sujet favori qui est le pied diabétique. Donc rapidement pour me présenter, donc moi je suis médecin diabétologue au CHU de Nîmes et en fait je travaille sur 2 sites géographiques, l'hôpital de rééducation du Grau-du-Roi et le CHU de Nîmes. Et donc on aura l'occasion d'en rediscuter et de voir comment tout cela est organisé donc autour du thème du pied diabétique. Alors n'hésitez pas aussi à utiliser le chat comme vous l'a dit Anne pour participer, poser vos questions et puis à la fin un peu plus facilement avec le micro. Alors je lui redonne la parole 2 secondes et après c'est à nous. En quelques mots, je vais vous donner quelques infos sur Diabète Occitanie, qui est donc un dispositif régional d'appui et d'expertise en diabétologie. Notre mission est de favoriser une prise en charge globale et coordonnée des personnes adultes diabétiques ou à risque de diabète en Occitanie. Et pour cela, à la fois, nous accompagnons les professionnels dans leurs projets autour du diabète, mais aussi nous aidons à mettre en œuvre des actions spécifiques que nous déployons sur les territoires. Et nous soutenons aussi les professionnels en les accompagnant dans leur développement de compétences et dans le développement de leur pratique, l'amélioration de leur pratique professionnelle. Peut-être Sophie, on peut passer à la diapo suivante, juste pour préciser que nous déployons ces missions à travers 5 axes, que sont la prévention et le dépistage des complications du diabète, le diabète et la précarité, l'éducation thérapeutique du patient, diabète et la grossesse, et la formation qui est transversale à ces différents axes. Et le webinaire que nous suivons aujourd'hui en fait partie. Je ne vais pas en dire davantage sur Diabète Occitanie, mais dans le mail qui vous sera envoyé après le webinaire, si vous souhaitez en savoir plus, sachez que vous aurez un lien vers notre site internet et vers une vidéo qui présente plus amplement la diversité de nos missions. Voilà, Sophie, si vous voulez démarrer le webinaire en ouvrant votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien parce qu'il y a... On vous entend, c'est bon. Ah oui, c'est parfait. Donc, je vais essayer en quelques mots de vous expliquer pourquoi c'est une pathologie importante quand on s'occupe de diabétiques. Tout d'abord parce que c'est une maladie fréquente. Alors, c'est une maladie fréquente parce que le diabète est une maladie fréquente. On estime que dans le monde, à l'horizon 2045, on va compter plus de 630 millions de diabétiques. En France, il y a à peu près une personne sur 10 qui est diabétique. Donc, en 2016, ça représentait 5 millions de Français. Et la plaie du pied va concerner un diabétique sur 6 au cours de sa vie. Un patient sur 6 aura un ulcère du pied au cours de sa vie. En moyenne, plutôt des hommes, et plutôt d'un âge moyen de 70 ans, dont 2 tiers vont cicatriser, un tiers vont être amputés. Et c'est bien là tout le problème. L'amputation, ça va concerner un patient diabétique sur 10, donc ça aussi, c'est des chiffres qui sont importants. Et si on veut éviter les amputations, on sait qu'il faut éviter les ulcères du pied. Que la plupart des amputations sont précédées d'un ulcère du pied. Et on dit, pour marquer les esprits, que dans le monde est réalisée toutes les 20 secondes une amputation de membre. Donc on parle d'amputation mineure ou majeure. Mineure, c'est un morceau de pied ou d'orteil. Et majeure, c'est une amputation transtibiale ou une amputation transfémorale, donc à cause du diabète. Donc c'est quelque chose qui est considérable. Donc c'est une maladie grave. Alors je crois qu'il y a une diapositive qui est passée. Voilà. Ah non, c'est bon. Pardon, excusez-moi, je ne maîtrise pas encore bien l'outil. Donc c'est une maladie grave puisque ça représente la majeure partie des hospitalisations dans les services de diabétologie. En France, en 2013, les chiffres avaient été regardés. Donc pour plaie du pied, il y avait à peu près 20 500 hospitalisations. Pour l'amputation, c'était presque 8 000 hospitalisations sur l'année. Et donc vous voyez que c'était plus fréquent que pour l'AVC ou pour l'infarctus du myocarde. Ils avaient regardé également c'était passé l'année qui avait suivi l'hospitalisation et donc on avait 20% de réhospitalisation pour amputation l'année qui avait suivi et pour plaie, donc 30% des cas.
C'est une pathologie où les gens meurent et la mortalité est relativement élevée. Quand on a un ulcère du pied, elle est équivalente à celle de la mortalité à 5 ans pour tout cancer, la mortalité globale pour cancer. Et donc là aussi, sur ce petit schéma, je pense que vous voyez ma souris, vous avez également la mortalité lorsqu'on a subi une amputation mineure ou une amputation majeure. Donc vous voyez que ce sont des chiffres très importants. Alors, le troisième point, c'est que c'est une maladie complexe. Je ne sais pas si je suis exhaustive, mais j'ai essayé de lister la somme de personnes, de soignants, d'entourage, de soignants hospitaliers, de soignants en libéral, de formules d'hospitalisation et de prise en charge qui vont graviter autour du patient et dont le patient va pouvoir bénéficier de manière successive au cours de sa vie. Et vous voyez que les intervenants sont multiples. Et tout ça, évidemment, nécessite une coordination des soins, une harmonisation des pratiques. Il faut arriver à tenir le même discours, qu'on soit à l'hôpital ou en ville, néphrologue, cardiologue ou diabétologue. Et ça demande donc d'avoir une stratégie de prise en charge pour nos patients. Donc je vous ai remis que la majorité étaient des hommes et d'un âge moyen d'à peu près 70 ans. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est vraiment une approche pluridisciplinaire qui va permettre de diminuer les amputations de manière importante. Et enfin, c'est une maladie qui récidive. Et en fait, on a toujours les mêmes patients à nos consultations. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc ici, vous avez des photos d'un seul et même patient qu'on continue de suivre et qui a présenté au fil des années plusieurs plaies successives différentes. On estime que la récidive à 5 ans est de 70%. Et donc là, on se rend bien compte qu'il va falloir d'une part, vu le nombre de patients, cibler les patients les plus à risque, donc arriver à les repérer, et d'utiliser entre autres l'éducation thérapeutique pour essayer d'optimiser l'adhésion du patient à son traitement. Et donc, utiliser les TP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, on va lui demander de mettre des choses en place et de suivre nos consignes. Il va falloir que nous, on connaisse ses préoccupations, ses objectifs, qui ne sont pas forcément les mêmes. Si le patient doit continuer à travailler ou doit continuer à conduire sa voiture, et ben c'est pas toujours compatible avec les systèmes de décharge de la plaie qu'on va mettre en place, par exemple. Et puis, il faut aussi qu'ils soient en capacité de mettre en œuvre les consignes d'hygiène, par exemple. Et ça, c'est pas toujours non plus facile que ça à la maison. Alors, en diabétologie, on a un lien particulier avec la nutrition, évidemment, on aime bien les recettes. Et donc, je vous livre ma recette de la plaie chronique qui demande donc de la neuropathie, on va en discuter, une dose d'artériopathie des membres inférieurs, une pincée de déformation du pied, un chaussage souvent inadapté, la précarité, on en discutera aussi également. Et puis, je vous ai dit, c'est des patients qui sont polypathologiques. Il y a bien souvent autre chose que des problèmes de pied, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Il va se surajouter, quand on a une plaie du pied, une infection. Donc là aussi, ça va aggraver le pronostic de la plaie. Et puis, le secret, c'est le mijotage. C'est ça qui permet d'obtenir de bonnes plaies chroniques. Et donc là aussi, on va en discuter puisque c'est le secret du chef. L'adressage en centre spécialisé se fait soit tard, soit trop tard. Et c'est bien là tout le problème. Ça fera l'objet de la discussion principale d'aujourd'hui. C'est qu'environ 25% des patients sont adressés après 3 mois de plaie. Alors, c'est pas que chez nous, c'est pas que c'est pas régional ou même qu'en France, c'est européen, où un adressage tardif influence le pronostic. En général, les patients auront moins d'évaluation vasculaire, pas de décharge mise en place et une antibiothérapie pour le coup prescrite mais sans documenter l'infection. Et ça, pourquoi ça se passe comme ça? Et bien souvent, c'est un manque de connaissance du parcours de soins ou peut-être des parcours de soins qui ne sont pas bien identifiés, un manque de formation et un manque de temps, surtout en général.
qui limite ces prises en charge. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de reconnaître l'urgence, d'avoir les bons réflexes, et puis de savoir agir et de connaître le patient, de connaître la plaie. Je vais peut-être m'interrompre là, Anne, parce que je vois qu'il y a plein de messages avec le micro. Oui, alors, donc j'ai fait un petit tour. Plusieurs personnes entendent correctement, d'autres ont des difficultés avec le son. Donc, Sophie, juste, je vous invite à peut-être parler plus fort si c'est possible pour vous, parce que le micro fonctionne, hein, et peut-être vous articulez déjà beaucoup, mais peut-être encore davantage si cela est possible pour vous, de manière à ce que les personnes qui ont un peu des difficultés de son puissent vous comprendre. Alors, je vais essayer. Là, le micro, il est devant ma bouche. Donc, après, je peux faire plus fort. Hein. Oui, il n'y a pas de. Voilà. Mais on est nombreux chez qui ça fonctionne très, très bien. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est peut-être pour les personnes qui ont des difficultés d'accentuer encore le son, mais dans l'ensemble, voilà, ça fonctionne pour la majorité d'entre nous. Très bien. Alors, on continue. Alors, sur cette diapositive très compliquée, on va, mais que évidemment je vais vous détailler, hein, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui, en fait, a été mis en place par le groupe international du diabète, enfin, du pied diabétique, et revu, validé par la Société francophone de diabétologie. Un parcours de soins primaires devant une plaie du pied diabétique. Et donc, finalement, ce document indique la conduite à tenir quand on a une plaie qu'on voit pour la première fois et de savoir l'orienter. Est-ce qu'on peut la garder, faire les soins à domicile et tout se passe bien, ou est-ce qu'il faut envoyer à l'hôpital pour prendre en charge ce patient. Donc, on va le voir en détail. Donc, c'est un outil qui se veut simple, et le but est d'orienter rapidement les patients. Donc, s'adresse aux professionnels de santé de premier recours, et donc, qui permet donc d'avoir les caractéristiques de la plaie, la présence ou non d'une infection, d'évaluer le statut vasculaire, de savoir s'il y a des comorbidités. Il existe une version générale faite par le groupe international et qui a été déclinée dans plusieurs pays et donc validée chez nous par l'AFFD, et qui utilise une classification dont je vais vous parler. Alors maintenant, c'est vous qui allez travailler avec notre patient. Donc, vous allez pouvoir envoyer sur le chat les réponses à cette question. Donc, je vous invite à voir Francis, 70 ans, se présente à votre consultation pour la première fois, adressé par son infirmière libérale et au bord du gouffre. Et voilà, je voudrais savoir ce que vous pouvez demander à Francis. Alors, en un mot, essayez hein, sur le chat. On va vous laisser le temps d'y répondre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui demander à Francis? Donc, il n'y a pas de réponse. Alors, allez-y, hein, on discutera des réponses. Alors, il y a plein de réponses qui arrivent. Je laisse encore une seconde et puis après, évidemment, on va débrouiller tout ça.
Alors, la première étape, quand on a un patient qui nous arrive comme ça, c'est la première étape du document, c'est de faire connaissance avec Francis. Alors, effectivement, plusieurs ont suggéré, hein, donc il va falloir commencer par l'évaluation globale, générale. On va le voir en détail. Alors, ça va être de connaître son diabète, alors le type de diabète, type 1, type 2, son ancienneté, ça, il y en a qui l'ont suggéré. Alors, il n'est pas SDF, hein, je vois qu'il y avait une suggestion. L'équilibre du diabète, alors l'hémoglobine glycée, s'il n'en a pas, il faut lui prescrire. Le freestyle libre, maintenant, de plus en plus de patients ont ce type de technologie. Alors, en l'occurrence, ils ne l'avaient pas, mais ça peut arriver que vos patients l'aient, donc il faut apprendre à regarder les chiffres et rentrer sur la machine. Il faut savoir s'il a des complications de son diabète, connaître ses antécédents, ses comorbidités, son statut vaccinal, savoir s'il a des traitements en cours, des allergies à certains médicaments, parce que selon ce que je vous montrerai après, si vous avez des antibiotiques à mettre à un moment donné, il faudra le savoir. Il faudra connaître son statut nutritionnel, son état cardiaque, rénal, hépatique, ça aussi c'est important pour les traitements que vous allez prescrire. Son chaussage, alors ça, plusieurs d'entre vous l'ont dit, donc effectivement, il faut savoir ce qu'il met dans sa maison, ce qu'il met hors de sa maison, ce qu'il met selon les activités qu'il fait. Son logement, là vous vous doutez qu'il y a un souci. Alors c'est vraiment son domicile, hein, sur la photo que vous voyez ici, hein, c'est pas quelque chose de trafiqué. S'il a des aides ou pas, ses préoccupations, ses loisirs, ses activités, ses contraintes. Il n'est pas SDF, je l'ai déjà dit peut-être. Les difficultés d'hygiène étaient évidentes. Savoir si il est en capacité de savoir que faire s'il y a une petite plaie, etc. Bon, en l'occurrence, lui, non. Hein. Mais de manière générale, ce sont des éléments qu'il faut avoir. Alors là, vous vous doutez qu'on met le doigt sur un patient précaire. Donc évidemment, la précarité majore le risque de complications podologiques, d'amputation. Et effectivement, ça a été montré dans plusieurs études que les personnes avec troubles trophiques avaient des revenus et des niveaux d'éducation plus faibles, étaient moins préoccupées par leur santé et avaient moins recours au système de soins. Concernant l'évaluation générale, alors je vous ai mis d'autres photos que celles de Francis pour qu'on puisse en discuter. Vous avez peut-être remarqué qu'en dessous de la flèche rouge, il y avait une punaise sur son pied. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, la punaise. Donc il va falloir maintenant savoir si le patient a une neuropathie périphérique. Il va falloir avoir une idée de son état artériel au niveau des membres inférieurs et connaître ses antécédents podologiques, les déformations de son pied, savoir s'il y a déjà eu des plaies auparavant ou pas. Donc sur la photo en haut à droite, donc c'est son pied. En dessous, vous voyez un patient qui a probablement un problème vasculaire. Hein, vous voyez une zone de nécrose. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on va revoir. Et déjà, au premier coup d'œil, vous devez vous dire ça doit vous aiguiller sur certains diagnostics. Cette photo-là, à côté de celle de Francis, là aussi, il y a certainement un problème vasculaire. En dessous, la plaie est profonde. Il y a une déformation. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir évaluer. Et là, c'est une image d'un pied de Charcot, donc qui est une complication du diabète, hein, une complication de la neuropathie du diabète, où le pied va se déformer et donc ils font des plaies sur des zones qui normalement n'appuient pas au sol. Donc vous avez l'exemple ici. Alors comment on se rend compte qu'il y a une neuropathie? Il y a deux façons de faire. Soit ce sont des gens qui vont se plaindre de douleurs, brûlures, fourmis, picotements dans les pieds ou les mollets. Ce sont des douleurs qui sont souvent distales, puisque la neuropathie touche les fibres les plus longues de l'organisme. Et qui sont souvent, donc on parle de douleurs en chaussettes, et qui sont souvent le soir quand le patient est au repos ou même la nuit insomniante. Donc si vous avez des gens qui se plaignent de ce genre de choses,
Donc déjà, ça vous indique qu'il y a certainement une neuropathie douloureuse et vous pouvez vous aider de ce score, le DN4, qui va vous permettre de suivre, quand vous aurez mis un traitement en place, qui va vous permettre de suivre l'évolution de ces douleurs et l'efficacité de votre traitement. Le deuxième élément peut cohabiter avec la neuropathie douloureuse, c'est la perte de sensibilité. Et donc c'est bien là tout le problème en matière d'excès diabétique. C'est que les gens perdent la sensation de protection du pied. Hein. La douleur, c'est le signal d'alarme pour dire qu'il se passe quelque chose au niveau du pied. Et donc, les patients n'ont plus ce signal d'alarme. Donc, on peut s'aider du monofilament. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. C'est en fait un fil de nylon qui va exercer une pression de 10 grammes sur les zones où on va l'appliquer au niveau du pied. Donc la tête du 5e métatarsien, la tête du 1er métatarsien et la pulpe de l'hallux. Il faut le faire 3 fois sur chaque site de manière aléatoire. Et en fait, ça va permettre d'identifier non pas les gens qui ont une neuropathie, mais les gens qui sont le plus à risque d'ulcération et d'amputation. Et vous voyez que quand on ne ressent pas le monofilament, c'est-à-dire quand on fait 2 erreurs ou plus sur au moins un site, on a un risque d'ulcération qui est multiplié par 10 et un risque d'amputation qui est multiplié par 17. Donc en fait, ça va permettre d'identifier les patients qui sont réellement à fort risque de plaie ou d'amputation. Quand on n'a pas le monofilament, quand on n'en a pas de disponible, on peut utiliser son index. C'est un test qui a été comparé au monofilament. Donc c'est le test du toucher léger qui permet donc là aussi d'identifier les patients qui ont une perte de sensibilité. On dit que c'est pathologique quand il y a une erreur sur au moins 2 sites. Les sites, ce sont les petits points rouges notés sur le schéma. Et il faut appliquer l'index dans l'ordre indiqué par les numéros. C'est-à-dire qu'on commence par la pulpe de l'hallux à droite, on continue avec le 5e orteil, on fait le pied gauche, donc le premier et le 5e orteil, et ensuite on fait le 3e orteil des deux côtés. À titre personnel, ce que je trouve le plus dur, c'est de mémoriser l'ordre de la séquence, mais c'est comme ça que ça a été validé. Donc il ne faut pas recommencer, hein, c'est un seul essai, il ne faut pas pousser, appuyer plus fort, taper ou piquer. Il faut juste appliquer l'index de manière légère sur les orteils des patients. Alors pourquoi c'est important? C'est de repérer ces patients qui ont une perte de sensibilité, parce qu'en fait, ils ne vont pas non plus percevoir les traumatismes, même minimes, de la vie quotidienne. Une chaussure qui va frotter, un corps étranger dans la chaussure, ils ne vont pas le sentir, parce qu'ils n'auront pas de douleur, et donc ils ne vont pas prendre en charge suffisamment rapidement le problème. Alors ici, vous avez des exemples de tout ce qu'on a trouvé dans notre consultation entre l'hôpital de Nîmes et l'hôpital du Grau-du-Roi. Donc une coquille de moule, parce qu'effectivement, nous sommes au bord de la mer et nos patients vont parfois au restaurant chez nous, juste avant de venir en consultation. Et donc on a trouvé, il n'y a pas très très longtemps, une coquille de moule dans une chaussure, la patiente ne l'avait pas sentie. Vis, clous, épines, toile, aiguille à coudre, un petit paquet de lacets tout neuf qui était bourré au fond de la chaussure, un cache de sécateur qui était planté à l'extérieur de la chaussure et qui avait aussi traversé le pied, des excréments, des chaussettes ou des bouts de coton roulés en boule au fond de la chaussure, bon, la punaise vous l'avez vu, des agrafes, la boule désodorisante, alors vous avez la photo ici, c'est quand même assez gros, hein. Ben, le patient l'a pas senti, il a gardé l'orteil coincé dessous, enfin l'orteil coincé sur la boule toute la journée et ça a fini par faire une plaie. Ça, c'était un monsieur qui avait marché sur le sable chaud du Grau-du-Roi. Bon, il avait les 2 pieds dans le même état. Ça, c'était une dame à qui manquait déjà un orteil et qui voulait absolument mettre ses petites ballerines. Et ben, c'était pas assez grand pour son pied, malheureusement. Faites attention aux plis de chaussettes, aux ongles trop longs. Demandez à voir leurs chaussons, parce que à la consultation, ils viennent vous voir avec des belles chaussures, mais c'est pas les chaussures de la maison. Ça, c'est un monsieur qui s'était brûlé. Alors, il y a de l'eau, il y a de l'huile, on peut se brûler avec un peu tout. Attention aussi aux éléments correcteurs des semelles. Hein. Là, ça avait marqué et entraîné un hyperappui sur la plante du pied. Et ça, c'était une dame qui avait un pied de charcot, qui a voulu laver ses chaussures orthopédiques.
Le temps qu'elle sèche, elle a mis une autre paire un peu plus ancienne qui n'était pas adaptée et ça a fait un énorme hématome sur le pied. Ça s'est assez mal terminé pour elle, malheureusement. Donc cette diapositive, c'est pour vous résumer ce que je viens de vous dire. Donc la neuropathie, il y a une part sensitive qui va donc soit se traduire par des douleurs, soit se traduire par une perte de sensation, et les deux peuvent évidemment être associés, et donc les traumatismes, même petits, vont passer inaperçus. L'atteinte neuropathique va aussi avoir une part motrice, et ça va entraîner un déséquilibre entre les muscles extenseurs et fléchisseurs du pied, et ça va être pourvoyeur de déformation du pied, où on aura une rétraction des muscles interosseux, donc, entre les os, présents entre les os du pied. Ça va faire rétracter les orteils vers le haut, et les têtes métatarsiennes vont devenir proéminentes, et donc les gens vont appuyer sur des zones qui normalement ne sont pas faites pour appuyer. Et enfin, l'atteinte végétative, là, ça va entraîner la plupart du temps une sécheresse du pied, et là aussi, ça va aggraver les choses, aggraver l'hyperkératose et aggraver les hyperactifs. On va passer au deuxième ingrédient qui est l'artériopathie des membres inférieurs. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'artériopathie des membres inférieurs, mais c'est quelque chose qui est très fréquent chez le diabétique, qui est aggravé par le déséquilibre glycémique. Plus votre hémoglobine glyquée augmente, plus le risque d'artériopathie augmente. Et le problème, c'est que ça va toucher des sujets plus jeunes, autant les hommes que les femmes, progresser plus rapidement et de manière plus distale et multifocale chez les patients diabétiques. Et donc, ça va être des lésions plus difficiles à revasculariser. C'est aussi quelque chose qui va être déterminant pour l'évolution des ulcères. Ça et l'infection, l'artériopathie et l'infection. C'est à cause de ça qu'on ampute les gens. Et donc, évidemment, il faut s'en préoccuper. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cliniquement, quand on voit le malade pour la première fois, il va falloir regarder, examiner les pieds et se rendre compte déjà cliniquement s'il n'y a pas des symptômes d'artériopathie. Alors, les symptômes d'artériopathie, il va falloir palper les pouls, le pouls pédieux et le pouls tibial postérieur. Vous avez le schéma ici, donc ça c'est assez facile à faire. Et puis, identifier d'autres signes qu'on peut avoir. Classiquement, les signes d'artériopathie, c'est des gens qui n'ont pas de diabète, et la claudication artérielle. Donc, c'est les douleurs dans le mollet qui interviennent toujours au bout du même périmètre de marche, qui s'arrêtent quand le patient s'arrête et qui recommence quand le patient recommence à marcher. Et puis, quand les lésions sont plus importantes, on a des douleurs la nuit. Mais en fait, ce problème, cette présentation-là est assez rare chez le diabétique, parce que quand il y a une neuropathie associée, les douleurs diminuent et donc le patient se plaint de rien. Donc, on n'a pas non plus le signal d'alarme chez ces patients. Par contre, on peut avoir un pied froid, on peut avoir une peau fine, brillante, dépilée, souvent des ongles épaissis ou mycotiques. La perte du capiton plantaire, c'est-à-dire la perte des coussinets qu'on a sous les pieds, c'est aussi un bon signe. Une plaie qui est douloureuse aussi, si le patient vous dit que vous pouvez pas, ne vous laisse pas le toucher, et ça c'est un bon signe d'artériopathie. Mais attention, il y a des pièges. Quand il y a une neuropathie associée, vous n'aurez pas forcément de douleur. Et quand vous avez une infection associée, le pied peut continuer d'être rouge et chaud, mais non pas parce que le sang circule bien, mais par contre parce qu'il y a une infection associée. Donc c'est toujours piège dans cette pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir où en sont les artères? Il y a deux tests qu'on peut faire qui normalement sont censés être faits une fois par an chez les patients, mais qui sont en réalité rarement faits. C'est l'indice de pression systolique cheville sur bras, c'est-à-dire qu'on prend la pression systolique au bras et on prend également la pression systolique à la cheville, donc ça sous-entend d'avoir un peu de matériel. Bon, le brassard à tension, la plupart du temps c'est bon, mais il faut un Doppler de poche. Et donc, une fois qu'on a fait ce petit calcul, on dit qu'il y a une artériopathie des membres inférieurs si l'indice est en dessous de 0,9.
Alors le problème, c'est que cet indice est surestimé quand les artères sont calcifiées. Et on peut être rassuré alors qu'en fait, il y a vraiment une artériopathie. On peut avoir un chiffre qui est normal alors qu'il y a une artériopathie sous-jacente. Et la médiatale cause, elle va concerner 30% des diabétiques. Donc finalement, ce test, dans 30% des cas, on ne peut rien en faire. Donc c'est pour ça que du coup, est apparu petit à petit un indice qui est le même système, mais on prend la pression systolique à l'orteil avec un appareillage spécifique qui peut s'acheter. Hein, c'est un appareil automatique qui est assez facile à se procurer, que les doppléristes ont pour la plupart, et qui va permettre de calculer l'indice de pression systolique à l'orteil. Vous voyez que le seuil est un petit peu plus bas, il est en dessous de 0,7. Et pourquoi c'est mieux? Parce qu'en fait, c'est pas influencé par la médiatale cause. Donc finalement, votre indice, il sera fiable chez votre diabétique. Et normalement, une fois par an, les diabétiques doivent avoir cette mesure. C'est pas toujours le cas. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on a une plaie du pied, c'est le Doppler artériel qu'il faut faire en priorité. Hein. Tout patient avec une plaie du pied doit bénéficier d'un Doppler artériel des membres inférieurs relativement récent. Et en fait, les doppléristes mesurent ces indices à votre place. Et donc, vous les avez dans tous les cas. Donc, si je résume, il faut examiner vos patients, il faut palper les coups. Les douleurs, elles ne seront pas toujours présentes, donc ne vous fiez pas à ça. Quand il y a une plaie du pied, le Doppler artériel est systématique, récent, c'est-à-dire, alors quand il y a une plaie, moi je dirais moins de 3 mois ou au moins moins de 6 mois. Mais s'il était pathologique il y a 6 mois, même s'il n'y avait pas de plaie à l'époque, il faut le refaire. Et que maintenant il y a une plaie, il faut le refaire. Donc retenez ce seuil à 0,7. Et puis surtout, il faut absolument demander un avis chirurgical si vous avez un Doppler pathologique ou si vous avez le moindre doute. Ça n'aboutira pas forcément à quelque chose, hein, mais si jamais il y a un Doppler pathologique, ils vont vous demander de compléter le bilan, alors soit par une artériographie, soit par une angio-IRM, ça dépend des chirurgiens, soit par d'autres types d'examens, mais le but étant d'évaluer les capacités de revascularisation ou pas du pied. Ce qu'il faut aussi retenir, enfin avoir à l'idée, c'est que même si le bilan artériel initial est normal, si votre plaie n'évolue pas dans les 4 à 6 semaines, il faut se reposer la question, alors que vous avez tout mis en place, hein, il faut se reposer la question du bilan vasculaire et éventuellement le refaire à ce moment-là. Alors le troisième point, c'est les déformations du pied. Il y en a qui sont liées à la neuropathie, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, comme les orteils en griffe ou en marteau, la proéminence de tête métatarsienne. Donc vous avez des photos ici où vous voyez une hyperkératose sur la tête du deuxième métatarsien, une hyperkératose avec une plaie sur la pulpe du troisième orteil. Vous avez aussi un exemple ici, on voit bien, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, mais la perte du capiton, hein, en fait la personne a la peau sur les os, si on peut dire, et donc avec des hyperappuis en regard des têtes métatarsiennes. Les orteils qui sont déformés. Ici, c'est un pied de Charcot. Donc là aussi, vous voyez que la voûte plantaire est complètement pathologique, elle est à l'envers. Donc ça, ce sont des complications qui sont liées au diabète, mais on peut aussi avoir des complications non liées au diabète. On a le droit d'avoir un hallux valgus, donc le premier orteil qui est déformé comme vous le voyez là, ou un quintus varus, ça concerne le 5e orteil. Donc ça va faire que le pied va devenir plus large. Les orteils peut-être vont se chevaucher, donc ça va entraîner des difficultés à l'hygiène et surtout au chaussage, où on ne pourra pas chausser ses patients dans des chaussures du commerce classiques. Alors, ça va être à vous de nouveau. Donc là, c'est un vote, si je ne m'abuse. Vous vous rendez compte que Francis a un deuxième pied. Donc la photo a été prise après lavage. En fait, j'ai pas été assez rapide pour prendre la photo. L'infirmière avait déjà lavé le pied. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'hospitalisez, vous faites réaliser un prélèvement bactériologique, vous faites une bonne détection, vous lui demandez de porter une chaussure de baroque.
Alors, on va laisser un petit peu répondre. Alors, on est à 30 réponses et il y en a qui ont répondu en dessous. Donc, on doit être à un tiers. Anne, vous me donnez le feu vert pour reprendre et arrêter le vote? Je pense que vous pouvez y aller, Sophie, merci. Alors, on enseigne. Donc, la deuxième étape va être de connaître la plaie et en utilisant une classification dont on va parler, permettre de voir si la plaie est considérée comme non compliquée et compliquée ou si c'est une urgence absolue. Et dans ce cas-là, il faudra hospitaliser rapidement le patient. Et en termes de réponse, 80% l'hospitalisent. Bon, évidemment, je ne vous cache pas qu'on a hospitalisé Francis également. Et puis après, on va voir en détail tout le reste en termes de prélèvement, détertion ou port d'une chaussure. Et puis évidemment, je n'étais pas exhaustive dans les réponses. Donc il va falloir se poser la question s'il y a une ischémie, s'il y a une infection, la profondeur de la plaie, la gravité de la plaie, et donc de savoir si oui ou non on garde le patient à la maison ou si on l'envoie à l'hôpital. Alors pour ça, on utilise un score qui se veut relativement simple, dont l'objectif va être d'évaluer la gravité de la plaie, le but étant de parler le même langage et également de codifier la prise en charge. Donc c'est la classification SINBAG, S pour le cycle de la plaie, I pour ischémie, N pour neuropathie, B pour infection bactérienne. Le A c'est pour la surface et D pour la profondeur. Vous l'aurez en anglais tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Et donc on va évidemment détailler tous ces items. Alors le cycle de la plaie c'est assez facile. 0 point si la plaie se situe à l'avant du pied. 1 point si elle se situe au niveau du médio ou arrière-pied. En l'occurrence, pour Francis, c'était à l'avant du pied, donc sur le S de la classification, il a 0 point. Le type de la plaie, on en a parlé tout à l'heure, c'est de savoir si elle est ischémique ou neuropathique, ou les deux associés. La plupart du temps, les plaies qu'on a ont une composante neuropathique, dans 90% des cas, mais ça peut être mixte, vous voyez, dans à peu près 30% des cas. Et une plaie ischémique seule, c'est assez rare, finalement, ça concerne que 10% de nos plaies. Donc pour savoir si c'est ischémique dans cette classification, il faut palper les pouls comme on a vu tout à l'heure. Donc si les pouls, si vous en avez plus que 1, sont perçus, c'est 0 point. Et si par contre vous avez des signes cliniques d'altération du débit artériel dont on a parlé tout à l'heure, 1 point dans la classification. La neuropathie, on l'a vu aussi tout à l'heure, la sensibilité de protection est intacte, c'est 0. Il y a une perte de sensibilité de protection, c'est 1 point. Jusqu'ici, ça va. Ça se complique un petit peu plus avec l'infection bactérienne qui va être assez souvent présente dans nos centres. Un ulcère sur 2 est infecté quand on le voit pour la première fois. Et donc là, il faut dire oui, non. Alors, aucune infection, 0 point. Présente, 1 point. Alors, comment on sait si oui ou non il y a une infection? Le diagnostic, il doit être clinique. C'est-à-dire qu'on ne cède pas du prélèvement pour savoir s'il y a une infection ou pas. Clinique, ça veut dire quoi? On doit regarder s'il y a les signes qui sont cités ici, rougeur, chaleur, induration, douleur ou sécrétion purulente. Et si vous avez au moins 2 de ces signes, il faut considérer que la plaie est infectée. Donc par exemple, ici sur cette photo, la plaie est belle, rose, propre, vous n'avez pas de
de signe d'infection, c'est 0 point. Sur toutes les autres, vous voyez que la rougeur est relativement étendue. Même sur celle-là, on a l'impression qu'il y a un abcès en dessous. Ici, quand vous avez un orteil rouge dans son ensemble qui est gonflé et une plaie qui est profonde, c'est caractéristique d'une infection osseuse sous-jacente. Et donc là, vous avez déjà répondu à l'item cliniquement. Vous pouvez vous aider également, il va falloir repérer s'il y a une ostéite ou pas, mais ça ne rentre pas dans la classification. Pour savoir s'il y a une ostéite, vous pouvez vous aider de ce qu'on appelle le test du contact osseux. Il faut utiliser un petit stylet métallique ou une pince métallique et aller sonder, explorer la plaie et voir si oui ou non vous touchez la structure osseuse sous-jacente. Vous pouvez vous aider du bilan biologique et puis c'est intéressant de faire une radio. Alors, retenez qu'il y aura un retard radiologique. Donc, souvent, en début de prise en charge, la radio est normale. C'est ce que vous voyez sur cette radio ici. Mais secondairement, si vous répétez la radio, donc dans les 15 jours, 1 mois, vous aurez des signes d'ostéite qui vont apparaître. Quand vous avez des grosses plaies ou une suspicion d'abcès, de collection, pour voir l'étendue des lésions, la plupart du temps, on fait de l'IRM. Mais en tout cas, pour la classification SINBAD, ça n'est que clinique. Le A, donc, c'est pour la surface de la plaie. Donc là, c'est assez facile, il faut mesurer longueur-largeur. Alors même si on n'a pas des plaies rectangulaires, voilà, moins d'1 cm², c'est 0. Plus d'1 cm², c'est 1 point. Et enfin, le dernier volet, c'est la profondeur de la plaie. Donc, si vous avez une plaie qui reste superficielle, qui ne dépasse pas le tissu sous-cutané, c'est 0 point. Et si par contre vous avez une atteinte plus profonde, comme c'était le cas chez Francis, vous avez 1 point. Donc, au final, le score pour lui est de 5. Alors, je vois qu'effectivement, il y en a qui disent qu'il y a une ostéite. Il y avait une ostéite, il y avait une infection. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un score à 5, enfin entre 3 et 6, c'est le cas de Francis. Dans la classification, ça renvoie au feu orange, c'est-à-dire une plaie de pied diabétique compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On va, une fois qu'il sera sorti de notre cabinet, le mettre en décharge, prescrire les soins locaux, on en dire un mot aussi. Donc, selon les références, les recommandations établies sur le sujet. Et puis, dans les 48 heures, il faut orienter vers une structure spécialisée du pied diabétique. Alors, vous allez me dire, comment on fait ça? Parce que c'est pas toujours facile d'avoir un accès dans ces structures-là. Alors, je vous ai mis tous les petits logos de toutes les structures qui existent dans notre région. Il y en a quand même plusieurs. Et puis surtout, vous retrouvez les coordonnées dans l'annuaire national des structures spécialisées. Donc, vous avez l'adresse mail qui est notée ici. Et donc, dans cet annuaire sont recensés tous les centres pieds diabétiques avec les coordonnées qui peuvent accueillir vos patients. Et effectivement, pour répondre au degré d'urgence, là, dans les 48 heures, il faut quand même être assez réactif. Ça demande d'avoir travaillé son réseau, si je puis dire. Mais on est là aussi pour ça, pour vous aider dans ce sens. Alors, on va regarder le feu vert et le feu rouge, donc qui ne concernait pas Francis. Quand vous avez une plaie dont le score est inférieur ou égal à 2, donc qui n'est pas infectée, qui n'est pas profonde, qui est en général située sur l'avant du pied, comme cette photo par exemple. Donc là aussi, on va mettre en décharge et prescrire des soins locaux. Il est recommandé de prendre contact avec une structure spécialisée. Alors, toutes les méthodes sont possibles, par mail, par téléphone. Ça dépend de la structure. Le suivi hebdomadaire peut être fait donc à domicile en lien avec le médecin traitant. Alors, les pansements locaux, c'est tous les 2 jours en général dans le pied diabétique. Mais il faut qu'il y ait un regard 1 fois par semaine. À 2 semaines, si votre plaie n'a pas bougé et qu'il n'y a pas eu de diminution ou qu'elle s'est aggravée,
et ben, vous passez en feu orange, hein, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Si par contre il y a une bonne diminution de la surface de la plaie et que ça se passe bien, le suivi peut se poursuivre. Donc là, le message, c'est quoi? C'est le rôle majeur de la décharge. Une plaie comme ça, si vous la mettez en décharge, elle doit cicatriser. Donc c'est essentiel, même quand elle ne paraît pas grave. Et le deuxième message, c'est qu'il faut être réactif. S'il y a la moindre mauvaise évolution, et ben on passe en feu orange. Je vous rappelle aussi que dans la région, on a Cicat Occitanie, qui peut donc vous donner des conseils. Donc c'est un réseau de télésanté qui peut vous aiguiller, vous sortir de situations peut-être un peu compliquées. Si vous avez besoin de consignes transitoirement sur une prise en charge, eh ben, ils sont là aussi pour vous aider et on coordonne, on échange sur les patients quand il faut les prendre en charge en milieu hospitalier. Et le feu rouge, là, on est hors classification. Donc, c'est une plaie de pied en urgence absolue. Abcès, gangrène humide, extensive, fièvre, autres signes de sepsis. Là, il ne faut pas se poser la question. Il faut hospitaliser le patient. Alors, si ça arrive un week-end ou en dehors des heures ouvrables, bah, ça va être évidemment les urgences. Hein. Si vous avez contact déjà avec une unité de pied spécialisée, bah, on pourra le prendre en charge. Et ensuite, une fois que la prise en charge initiale a été faite, le suivi en général est fait dans la structure jusqu'à cicatrisation. Donc voilà, vous avez des exemples de plaies très graves, où d'ailleurs pour la plupart ça ne s'est pas forcément très bien fini. Donc tout le but de ces formations, c'est aussi que les plaies n'arrivent pas dans ces extrêmes-là, parce que là on se doute que à part des gestes vraiment très délabrants, on aura du mal à faire quelque chose. Alors tout ce que je vous dis peut se retrouver dans des recommandations. On a la chance en matière de pied diabétique d'avoir des recommandations internationales. Pour les plus doués en anglais, ben, vous avez la référence ici. Et puis qui ont été traduites en français. Donc vous avez également la référence sur le site de la Société francophone du diabète. Et qui permettent donc de dire comment on prend en charge ces patients. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous reste à voir. Donc, l'artériopathie, on en a touché un mot. On a vu comment identifier une infection, mais on n'a pas encore parlé du traitement. Les soins locaux, on va l'aborder également. La décharge, l'équilibre du diabète, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, mais c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Hein. Si vous avez un diabète déséquilibré, ça peut être un motif à lui tout seul d'hospitalisation en diabétologie pour faire avancer la plaie et optimiser les chances de cicatrisation. Alors, quand on a identifié que la plaie était infectée, on va se poser la question de faire un prélèvement ou pas. Plusieurs d'entre vous, vous avez évidemment suggéré de faire un prélèvement. Alors ça, on est d'accord, quand il y a des signes d'infection, donc à partir de ces photos-là, hein, quand il commence à y avoir une rougeur, une augmentation de volume, un écoulement purulent, une augmentation de température locale, donc tous les signes dont on a parlé tout à l'heure, là, évidemment, il va falloir faire un prélèvement bactériologique. Quand la plaie n'a pas de signe d'infection clinique, il n'y a pas lieu de faire un prélèvement. Si vous en faites un malgré tout, vous allez trouver des germes, hein, des bactéries, on en a partout sur la peau, mais ce ne seront pas des bactéries responsables d'une infection, donc vous n'en ferez rien, on n'aura pas besoin de traiter quoi que ce soit. Par contre, dans toutes les autres situations, il faut faire un prélèvement. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir faire un prélèvement de bonne qualité. Ce que je viens de vous dire, des germes, on en a partout. On a des bactéries colonisantes et on a des bactéries qui vont être responsables de l'infection. Et le but va être de n'isoler que ces bactéries-là pour qu'on puisse ensuite ne traiter que celles-là. Donc l'écouvillonnage, il faut le bannir parce que là, ça va ramasser tout ce qui existe. Vous ne pourrez rien en faire. Et l'idéal, c'est de faire une biopsie tissulaire, voire une biopsie osseuse. Et ça demande du matériel. L'idéal, en plus, le gold standard, c'est même de passer par peau saine, c'est-à-dire que vous ne devez pas passer par le lit de la plaie, normalement, mais faire un autre orifice en peau saine pour isoler réellement les bactéries infectantes. Donc tout ça, vous vous doutez que c'est compliqué
à faire, même en consultation, même dans notre service. Hein, c'est pas des choses qui sont si faciles à faire. Et si vous avez un chirurgien qui peut vous biopsier vos plaies, bah, c'est encore mieux, mais là aussi, c'est encore plus inaccessible. Donc, dans tous les cas, si vous êtes amené à faire un prélèvement, il faut le faire après nettoyage et détertion. On ne prélève pas quand la plaie est sale comme sur cette photo, on prélève quand elle est propre et rose. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas, hein, j'ai vu le chat en même temps, il ne faut surtout pas hésiter. Concernant l'écologie de la plaie, alors pourquoi on a cette obligation de faire des prélèvements de bonne qualité? Parce qu'en fait, des bactéries, il y en a beaucoup. Il y en a qui classiquement vont infecter les plaies du pied, hein, le staph doré, les streptocoques, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des germes anaérobies. Il y a aussi le pseudomonas, c'est celui qui va colorer en vert les pansements et dont on se dit à chaque fois qu'il faut le traiter, mais dont le rôle en fait pathogène est discuté. Hein. Bien souvent, quand le pansement est coloré en vert, c'est qu'en fait la plaie est trop exudative. Et en contrôlant l'exudat, on va pouvoir éliminer le pseudomonas et la couleur verte. Et puis il y a des bactéries qu'on a sur la peau ou dans notre flore cutanée qui ne sont normalement pas infectantes, mais qui vont pouvoir, dans certaines circonstances, devenir infectantes. Tout ça, en plus, modifié par les séjours hospitaliers, les traitements auparavant, antibiotiques, itératifs, va faire que les germes vont devenir plus ou moins résistants. Donc, tous ces éléments font qu'on doit se fier à des prélèvements de bonne qualité. Et à domicile, comment faire? C'est bien tout le problème. De mon point de vue, quand vous avez une plaie du pied qui a des signes d'infection, en fait, vous rentrez dans le feu orange dont on parlait tout à l'heure, et il vaut mieux donc ne pas mettre de traitement si on peut ne pas en mettre, hein, si on peut attendre, on va voir dans quel cas on ne peut pas attendre, et envoyer en centre pied pour que le prélèvement soit fait dans de bonnes conditions, plutôt que de mettre des antibiotiques à l'aveugle, parce qu'après, on ne peut rien en faire. Donc, la deuxième question qu'on doit se poser quand la plaie est infectée, c'est est-ce qu'il faut mettre une antibiothérapie ou pas, ou est-ce qu'on attend que le prélèvement soit fait? Donc, on peut traiter par antibiotique une fois que les prélèvements ont été faits. Si, par contre, vous avez des signes de choc ou de sepsis, bon, bah là, vous n'attendez pas, hein, évidemment, il faut mettre en place un traitement, mais il faut même hospitaliser, en fait. Si vous avez une infection rapidement extensive, il ne faut pas attendre non plus, mais là aussi, j'ai envie de vous dire, il faut le faire hospitaliser dans la journée. Et si vous avez une dermohypodermie, c'est-à-dire un érysipèle sans lésion à prélever, hein, des fois ça arrive hein, avec des toutes petites lésions où en fait on ne peut pas faire de prélèvement, mais par contre la jambe est rouge, cramoisie, et bien évidemment il faut mettre en place un traitement. Quand on traite les tissus mous, c'est-à-dire comme un érysipèle, une dermohypodermite, la durée c'est 15 jours, hein, c'est de 1 semaine à 15 jours. Par contre, ne vous étonnez pas quand on aura fait les prélèvements osseux parce qu'il y a une ostéite, là le traitement c'est 6 semaines. Hein. On ne traite pas une ostéite en 15 jours ou 3 semaines, c'est pas possible. Et donc finalement en ville, qu'est-ce que vous pouvez mettre en première intention? Donc si vous avez une infection légère récente, donc de moins de 4 semaines, donc légère, ça veut dire que la rougeur est quand même limitée à moins d'un demi-centimètre autour de la plaie, qu'il n'y a pas beaucoup de signes cliniques et qu'il n'y a pas de signes généraux évidemment, vous pouvez mettre en première intention de la dalacine ou du kéforal. C'est ce qui est recommandé par la Société d'infectiologie. Ce sont des recommandations qui ne sont pas encore parues et que je vous inviterai à aller consulter quand elles paraîtront, qui devraient arriver, je pense, en début d'année prochaine, mais où tout est bien détaillé, tout est bien expliqué sur comment traiter une infection du pied dialectique. Si c'est un patient qui est connu pour avoir des infections à Staph aureus résistant, ou s'il a une colonisation connue à staphylocoque doré résistant, et bien dans ce cas-là, on peut partir sur de la piostatine ou éventuellement du Vivoxil, mais le Vivoxil, c'est à délivrance hospitalière. Si par contre vous avez une infection légère, plus ancienne, donc plus de 4 semaines, ou alors une infection un peu plus sévère, hein, c'est la rougeur qui est plus étendue, donc toujours sans signes généraux,
et bien dans ce cas-là, c'est de l'augmentin que vous êtes en droit de mettre, parce que ça va couvrir les germes anaérobies, ou l'autre alternative, c'est roséphine flavile. Là aussi, toujours pour couvrir les germes anaérobies qui seront probablement dans la plaie. Pour ce qui est de l'infection, on en a terminé. Là encore, si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin. Pour les soins locaux, alors la première des étapes, c'est de laver. Francis, il fallait lui laver le pied. Il y en a plein qui l'ont suggéré, évidemment. À l'eau et au savon, rincer la plaie au sérum physiologique. Il n'y a pas lieu dans le pied diabétique d'utiliser d'antiseptiques. Il n'y a pas de preuve d'efficacité ou de supériorité. Donc on ne met pas spécialement d'antiseptique. Le seul moment où on peut éventuellement le mettre, c'est quand on veut faire un prélèvement bactériologique, mais dans tous les cas, il faut le rincer avec du sérum physiologique avant de faire le prélèvement. La deuxième étape, c'est la détertion. Donc il va permettre de diminuer mécaniquement la charge bactérienne. Si vous enlevez tout ce qui est abîmé, ça enlève aussi les bactéries. Ça va permettre de visualiser la totalité de la plaie, de faire des prélèvements si vous avez la possibilité de le faire. Attention toutefois, la détertion, elle doit être prudente et limitée quand vous ne connaissez pas le statut vasculaire de votre patient. Si vous avez un doute sur une ischémie de votre patient, il faut y aller prudemment et ne pas faire de détertion trop agressive. Si par contre vous êtes sûr de votre vascularisation, que le patient a été revascularisé et que ça fonctionne, ou qu'il n'y a pas de problème d'artère, il faut faire une détertion mécanique appuyée. C'est ça qui va permettre de finalement traiter efficacement votre plaie. Ensuite, il va falloir recouvrir la plaie. Donc le principe, c'est de contrôler l'exudat, ni trop ni trop peu, de maintenir un climat humide. Et ce qui est recommandé, c'est de sélectionner les pansements en prenant compte du niveau d'exudat, du confort et du coût. Et puis, dans les dernières recommandations internationales, comme il y a eu un essai bien mené, randomisé, contrôlé, etc., ils se sont avancés pour dire qu'il y avait un pansement, le pansement contenant ce produit, le NOSF, donc en fait c'est l'Urgostart, qui est maintenant donc recommandé dans les ulcères du pied diabétique neuroischémiques, c'est-à-dire ceux qu'on a le plus, non infectés, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que il va falloir d'abord commencer par un protocole de soins standard bien conduit, et quand ces pansements sont en effet, on est en droit de proposer un pansement avec du NOSF qui va permettre de booster la cicatrisation. Alors, malgré tout, dans cette étude, ce qui a été montré, c'est que plus on le mettait tôt dans la cicatrisation, mieux c'était et meilleurs étaient les résultats, même si là, il le positionne en deuxième ligne. Donc, alors je suis non exhaustive, mais je vous ai noté ma boîte à outils. L'alginate, il y a des propriétés hémostatiques. Il peut être plus ou moins humidifié, donc il peut aussi se poser sec, on verra les photos juste derrière. Le problème, c'est que ça se délite dans la plaie, et quand vous méfez avec un alginate, il faut faire attention à bien retirer tous les petits bouts de pansement qui peuvent se mettre au fond de la plaie, parce que des fois, on a des surprises, quand les plaies sont très profondes, il en reste des petits bouts, et ça peut être embêtant. L'alternative, c'est les hydrofibres, donc qui vont permettre d'absorber l'exudat, qui vont se gélisser donc au contact de l'exudat et qui existent sur différentes formes, dont des formes nettes qui là sont tissées et qui vont du coup se retirer en un bloc, et il n'y aura pas ce problème de petits morceaux au fond de la plaie. Les hydrocellulaires, on les utilise sous toute forme. Forme épaisse, forme mince, entre les orteils, quand vous avez des points d'appui, c'est intéressant. Les formes border, les formes non border. Alors classiquement, on dit que chez le diabétique, il ne faut pas utiliser de pansement qui colle, mais maintenant, il y a quand même de gros progrès sur les collants autour des pansements, et donc il y a quand même moins de lésions de la peau avec les pansements, avec ces formes-là.
L'interface, il en existe plein. C'est une trame qui va être enduite d'une substance qui ne sont pas absorbantes, qui vont permettre un retrait atraumatique du produit. Le Urgostart, je vous en ai parlé, alors maintenant il en existe une version plus, c'est-à-dire qu'elle contient un agent détersif et le produit dont je vous ai parlé. Et donc finalement, ça se positionne depuis la plaie fibrineuse jusqu'à la plaie bourgeonnante et on peut théoriquement le laisser jusqu'à la fin. Et le dernier modèle, à mon avis, qu'il faut avoir à mon avis dans votre boîte à outils, c'est le super absorbant. Donc ça c'est comme des couches culottes, en fait, il y a des microbilles à l'intérieur qui vont permettre d'absorber les exsudats et se mettre en pansement secondaire. Et il existe même des formes qui sont très grandes et même circonférentielles qui vont permettre dans les ulcères de jambes par exemple de faire l'absorption. Alors je vois qu'il y a des questions sur les bandes de contention ou les chaussettes de contention, on en discutera tout à l'heure si vous voulez, mais quand il y a une artériopathie, pas de bande de contention ou de chaussettes de contention si l'artériopathie est sévère. Donc ça, il faut regarder les indices de pression dont on parlait tout à l'heure, les IPS et les IPSO. En fonction du seuil, on peut mettre des bandes de contention. Quand il y a un pansement, c'est sûr que c'est des bandes et pas des chaussettes, parce que sinon vous arrachez tout quand vous mettez la chaussette. Mais surtout, il faut avoir l'état artériel sous-jacent, sinon il n'y a pas de contention possible. Donc, je vous montre des photos qui correspondent à ma boîte à outils et des exemples de plaies qu'on peut avoir et soigner avec ce type de pansement. Donc, l'alginate qui peut se mettre donc, dans des plaies profondes, vous reconnaissez le titre Francis. Ça peut aussi se mettre sur des nécroses d'orteils qu'on veut sécher, et donc là, vous le posez sec, vous ne l'humidifiez pas. Et donc, ça va permettre de vraiment délimiter la nécrose, et par la suite, il faudra évidemment amputer ce type d'orteil. L'hydrofibre, vous pouvez le positionner sur des plaies cavitaires, comme vous voyez ici. L'interface, ça va être sur des plaies plus propres, plus bourgeonnantes, quasiment en fin de cicatrisation. L'hydrocellulaire, alors on le positionne souvent en pansement secondaire, même si normalement on ne devrait pas faire ça, mais sur l'aspect coussiné. Mais c'est quand même des pansements absorbants, donc c'est intéressant quand la plaie est un peu exsudative. Et puis sur les orteils, comme ça, je vous ai dit, il y a des formes extra minces qui sont intéressantes. Pourquoi extra minces? Parce que si les patients continuent de mettre une chaussure, ça permet de ne pas prendre trop de place dans la chaussure. L'Urgostart Plus, donc vous allez pouvoir le positionner à tout stade de cicatrisation, la plaie fibrineuse jusqu'à la plaie bourgeonnante. Et le super absorbant, ça sera donc sur des plaies très exsudatives. Il y a une question sur le Sorbact gel. Alors le Sorbact, de manière générale, ce sont des pansements qui ont un mécanisme pour capter les bactéries ou les germes, les champignons, pas que les bactéries. La forme, donc ça existe sur plusieurs formes, compresse, gel. La forme gel, c'est comme tous les hydrogels dont je n'ai pas cité, ce sont des pansements qui font la détertion et qui aussi en général humidifient beaucoup la plaie. Donc il faut faire attention quand on l'utilise de ne pas en mettre trop. Et maintenant, on a à disposition d'autres types de pansements, comme je vous ai cité, les hydrofibres ou les alginates, pour faire la détertion, et même l'Urgostart Plus, c'est la détertion également. Donc finalement, les hydrogels sont très peu utilisés à présent dans notre service, parce qu'il y a plus de risques à en mettre trop et à faire creuser la plaie qu'à l'utiliser. Pour ce qui est de la décharge, et ensuite on pourra passer aux questions, je pense. La décharge, elle doit être dès le départ systématique. Donc même une petite plaie où on se dit ça va finir tout seul et il n'y a pas besoin, si, il y a besoin. Permanente et jusqu'à cicatrisation complète. Alors le gold standard, c'est la botte plâtrée, avec toutes les conséquences évidemment d'avoir un plâtre dans cette population-là, un plâtre à la maison. Alors il existe du coup des modèles comme des bottes de ski qui se trouvent en pharmacie
où le patient peut retirer la botte la nuit ou pour la douche ou pour le pansement. Quand le système est contraignant comme ça et amovible, en général, il n'est pas porté. Et donc, d'où ma remarque de souvent la décharge n'est que partielle, tout simplement parce qu'il faut faire des compromis. Et que quand on demande aux gens de garder un fauteuil roulant tout le temps ou une botte comme ça tout le temps, et ben c'est fait un peu et puis au bout d'un moment c'est plus fait parce qu'ils ont comme objectif souvent de garder leur autonomie, ils ont des contraintes à la maison, il faut faire les courses, il faut aller chercher les enfants, il faut faire tout un tas de choses et qui n'est souvent pas compatible avec des choses aussi contraignantes. Quand on prescrit un fauteuil roulant, il faut faire attention de savoir si c'est possible en fait, si ça passe les portes, s'il n'y a pas des marches, etc. Donc après, selon la plaie et selon les patients qu'on a, on est amené à plutôt prescrire des chaussures de décharge, donc ce qui s'appelle des chutes, CHUT, qui se prescrivent en pharmacie, et qui donc permettent de décharger soit l'avant du pied comme la Theradiab ou la chaussure de Barouk, soit l'arrière du pied comme la Théraïl. Alors, pourquoi j'ai barré en rouge la Barouk? Parce qu'en fait, c'est la chaussure la plus prescrite, la chaussure la plus donnée par les pharmaciens, parce qu'elle a très peu de dépassement, voire peut-être pas du tout. Et en fait, c'est celle qu'il ne faut plus jamais prescrire de toute votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les patients n'arrivent pas du tout à marcher avec. Pour arriver à l'utiliser normalement, il faut verrouiller le genou et mettre le pied vers l'extérieur. Vous essayerez dans vos couloirs là pour voir si vous arrivez à marcher longtemps comme ça. C'est impossible. En plus, elle a un gros talon qui fait qu'il y a un décalage avec la chaussure normale qu'on met de l'autre côté. Donc en général, les gens ont mal au dos, ils ont mal aux genoux. Et donc, ils utilisent mal cette chaussure. Ils l'utilisent comme une chaussure normale en déroulant le pas. Et en fait, ils viennent taper sur l'avant du pied, c'est-à-dire la zone que précisément on voulait décharger. Donc en fait, il ne faut plus jamais prescrire cette chaussure-là. Elle est toujours mal utilisée, voire pas utilisée du tout et laissée dans le placard. Et donc la plupart du temps, même si j'ai pas d'action c'est ceux qui commercialisent la Theradiab, c'est dans notre population celle qui fonctionne le mieux. Elle ne va pas décharger complètement, elle va répartir les pressions. Les patients arrivent à marcher parce qu'en fait, elle a une forme arrondie comme ça de semelle et donc ils arrivent à marcher à peu près correctement. On peut en prescrire deux, donc, parce que parfois il y a deux plaies, ou pour que le patient soit plus stable. Et donc c'est vrai qu'elles sont largement mieux tolérées, même si c'est pas parfait, hein, ça fait pas des décharges complètes, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Parfois, vous pouvez être amené à découper des chaussons quand c'est des patients âgés qui marchent très peu, quand la plaie est sur le dessus, ça fonctionne. Mais attention à la bordure de la chaussure, il ne faut pas qu'ils viennent faire des plaies supplémentaires. Et évidemment, quand la plaie est dessous, ça ne peut pas marcher. Donc, dans tous les cas, il faut faire attention à ce que vous prescrivez parce que vous êtes susceptible de faire des lésions ailleurs. Et surtout, il faut faire aussi attention au pied contralatéral. L'autre pied est tout aussi fragile. Il est diabétique aussi et il faut qu'il soit aussi bien chaussé. Alors, vous suivez Francis régulièrement, c'est vraiment son pied. Hein. Vous voyez bien la différence quand même, on a bien travaillé. Hein. Sa plaie cicatrise enfin, que lui conseillez-vous à présent? Donc, vous allez pouvoir voter. Vous ne voulez plus jamais le revoir, vous lui conseillez des soins de pédicurie, vous lui conseillez des crocs spécial diabète. Vous lui préconisez des soins de surveillance et prévention hebdomadaires par une infirmière à domicile. Vous lui dites d'appeler le 15 au moindre problème, petite rougeur, blessure. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, hein, n'hésitez pas. Allez, c'est une minute. Et puis continuez pendant que vous votez, continuez de voter et puis on continue, comme ça il restera plus de temps pour les questions. Donc,
Toujours dans mon petit document initial, effectivement, ce qui est noté, c'est de réévaluer régulièrement, de proposer un suivi adapté, et après cicatrisation, soins de pédicurie, prévention secondaire. Alors, prévention secondaire, c'est un peu flou. On va essayer de le détailler. Donc, en diabéto, on aime bien les classifications. Vous avez remarqué, on en est au moins à la 3e depuis le début de la présentation. Celle-là, c'est ce qu'on appelle les grades podologiques. Et donc ça va permettre de savoir dans quelle catégorie de risque est votre patient, en fonction de toutes les questions que vous lui avez posées au préalable, de cibler les messages d'information et d'éducation, parce que vous n'allez pas pouvoir éduquer tous les patients diabétiques de la même façon. Dans certains cas, en fonction du grade de votre patient, il y a des soins de pédicurie qui sont pris en charge, et puis donc ça vous permet d'adapter les consignes d'hygiène et de chaussage. Alors, quand votre patient a déjà eu une plaie ou une amputation, c'est facile, il est de grade 3, grade podologique 3. Francis est de grade 3, ça c'est sûr. Et donc, à quoi ça donne droit? Ça donne droit à 8 séances, jusqu'à 8 séances de soins de pédicurie par an, pris en charge par la sécurité sociale, qui peuvent être à domicile. Et donc ça, c'est sur une ordonnance à 100% que le médecin traitant ou le médecin diabétologue doit faire une fois par an pour aller voir le pédicure podologue. Quand le patient n'a jamais eu de plaie, mais par contre il a une neuropathie avec un autre problème, soit une artériopathie, soit des déformations du pied, il a droit, ma diapo est un peu décalée, il a droit à 5 séances par an prises en charge. Ça a été augmenté, hein. Avant c'était 4 et maintenant c'est passé à 5 depuis cette année. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que le patient qui n'a rien du tout, ou qui a juste une perte de sensibilité, mais sans déformation, sans artériopathie des membres inférieurs, il a droit à un bilan podologique par an. Donc il n'aura pas de soins de pédicurie, mais il a le droit d'aller voir un pédicure podologue pour que le bilan soit fait, que la gradation soit vérifiée. Si jamais vous ne connaissez pas le grade de votre patient, et ben c'est pas grave, vous faites une ordonnance au pédicure podologue en marquant soins de pédicurie chez un diabétique, et lui fait la gradation et va vous proposer de compléter les séances si c'est justifié. Vous notez qu'il y a des petits tests en gris. En fait, cette classification a été revue il n'y a pas très longtemps par le groupe international dont je vous ai parlé en 2019, où ils ont intégré les gens qui avaient une artériopathie des membres inférieurs, ils ont intégré aussi les gens qui ont une insuffisance rénale terminale, parce que ce sont les patients les plus à risque de plaie, en fait, pour les faire rentrer dans cette classification et leur permettre d'avoir des soins de pédicurie pris en charge, mais en fait, la SAS n'en a pas tenu compte. Et donc, sur les nouveaux textes qui sont sortis récemment, on reste sur l'ancienne, celle qui était sortie en 2011, donc qui est en noir, et qui ne prend pas en compte les gens qui ont une artériopathie ou une insuffisance rénale. C'est dommage, mais c'est comme ça. La dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut opérer ou pas ces patients? À une époque, on disait que surtout pas, il ne fallait pas opérer les diabétiques. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Quand vous avez des diabétiques qui ont juste des déformations et qui ne sont pas compliquées, qui n'ont pas spécialement eu de plaie, avec par exemple des orteils en griffe ou un hallux valgus, vous pouvez tout à fait les envoyer chez le chirurgien orthopédique. Alors, il faut que ce soit un qui ait l'habitude de faire la chirurgie du pied, évidemment, hein. Mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas plus de complications maintenant avec les techniques chirurgicales qui sont développées de complications. Et maintenant, c'est même recommandé, quand vous avez un ulcère que vous n'arrivez pas à faire guérir par d'autres moyens, vous pouvez, par exemple, il y a un hallux valgus très important, il y a une telle tension sur la plaie qu'elle ne peut pas cicatriser, et ben de redresser l'orteil, de corriger la déformation. Non seulement ça va permettre de faire cicatriser, mais ça va aussi miser sur l'avenir et éviter les récidives. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un chirurgien qui s'occupe de ça, parce que évidemment, ça permet de faire de la prévention, hein. Alors, est-ce qu'une infirmière peut prescrire des séances de pédicurie? Non, c'est le médecin à ma connaissance, et même les IPA, je ne crois pas qu'elle... Alors, c'est pas que le médecin traitant, hein, c'est tout médecin. Dernier point, c'est le chaussage.
un chaussage approprié en toutes circonstances. Alors, des modes de chaussage, il y en a plein, je vous les ai listés ici. Il y a des chaussages de série, alors ça sous-entend que le patient n'ait pas trop de déformation et puisse rentrer dans les chaussures. Alors nous, on n'a pas tellement les talons gros comme ça, on a plutôt le modèle charentaise dans nos patients. Quand le patient a trop de déformation ou a besoin de semelles orthopédiques et que donc il ne peut plus rentrer dans son chaussage habituel, on peut lui prescrire un chaussage médicalisé de série, donc ça se trouve en pharmacie ou magasin de matériel médical. Il y a plein de modèles. Je vous ai listé de manière non exhaustive ceux qu'on utilise. Les déambulos, elles sont très bien. Les Activity, donc c'est des baskets, hein, vous voyez, qui sont très bien aussi. Il en existe plein de couleurs maintenant. Ce sont des fit, oui. Ça c'est dans la catégorie fit, donc chaussures à usage temporaire. Il existe aussi ce qu'on appelle des FUP, ces chaussures à usage prolongé, qui sont dans des matériaux un peu différents. Mais maintenant, la gamme de FUP est tellement large que, en général, les patients en trouvent ce qu'ils veulent. Et puis, là, je vous ai mis des photos de chaussures orthopédiques sur mesure, donc qui vont être prescrites quand le pied est trop déformé pour rentrer dans autre chose, ou quand il y a eu des ulcères ou des amputations d'orteils. Et donc là, on est obligé d'avoir des semelles suffisamment épaisses et un chaussage vraiment adapté pour éviter de reblesser. Donc ça ne concerne finalement qu'une petite catégorie de patients. Ça se prescrit, la première prescription est faite par un médecin spécialiste. Le nombre de spécialistes est assez limité, hein. C'est diabétologue, rhumatologue, chirurgien vasculaire, chirurgien orthopédique. Et je ne sais pas s'il y en a, je crois que c'est à peu près tout. Et médecin de rééducation. Et puis ensuite, le renouvellement peut se faire par le médecin traitant. Les patients peuvent bénéficier de 2 paires la première année et ensuite c'est une paire par an. C'est totalement pris en charge. Donc chaussures orthopédiques sur mesure, c'est totalement pris en charge. Ça coûte à peu près 800 € la paire. Ça sous-entend donc qu'on les réserve à des gens qui en ont réellement besoin. Les chaussures médicalisées de série, ça dépend du dépassement de la boutique où ils vont l'acheter et les remboursements ne sont que partiels. Et les orthèses plantaires, c'est très peu remboursé, c'est 28 € le remboursement, c'est des pédicures podo dans les auditeurs, vous allez pouvoir nous dire. Et une paire de semelles, ça coûte 150, 180 € à peu près, donc c'est assez peu remboursé. Il y avait marqué les idéales allées sont autonomes pour la prescription et il y avait noté autre chose, je ne sais plus. Voilà. Vous voyez les diapos, rassurez-moi, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne voient pas les diapos là. Oui, il y a quelques personnes peut-être qui ont une difficulté avec les diapos, mais on voit les diapos. D'accord. Peut-être on peut passer à des questions orales, si vous avez terminé, Sophie. Oui, j'ai juste un mot pour vous dire que ce sont les pieds de Francis vus récemment, il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu quelques petites récidives, que l'état d'hygiène est toujours perceptible, mais voilà, il se maintient malgré tout, tant bien que mal. Voilà, donc maintenant, alors, vous avez la possibilité de continuer à poser des questions dans le chat, ou vous pouvez aussi, avec le petit picto qui s'appelle réaction, lever la main, on ouvrira votre micro et vous pourrez alors formuler votre question directement par oral. Alors tout à l'heure, sur les bandes de contention, je n'ai pas fini de répondre. Les bandes de contention, on peut, quand on est souvent embêté avec des gens qui ont des œdèmes malgré tout, mais qui ont une artériopathie, qui ont une insuffisance veineuse associée souvent, mais en tout cas qui ont des artères abîmées qui ne permettent pas de mettre de bandes trop serrées. On peut leur mettre des bandes en coton anti-œdème. Ça, c'est pratiquement indiqué dans toutes les circonstances. Donc, par exemple, les bandes médicales, où il existe aussi chez Tian.
Donc ça permet déjà ça comprime pas, hein, mais ça permet déjà de diminuer, de limiter un petit peu l'œdème. Et puis quand les IPS le permettent ou les IPSO le permettent, et ben dans ce cas-là, on passe à des contentions plus sévères. J'ai vu passer tout à l'heure les Urgo K2. Les Urgo K2, c'est déjà des contentions, donc on peut pas les mettre chez tout le monde. Il faut faire attention au statut vasculaire. Le remboursement, non, c'est pas remboursé. Les bandes en coton anti-œdème, ça se lave, hein, ça coûte hyper cher, donc on leur prescrit par 2 paires pour qu'ils puissent laver une fois sur l'autre. Et les faire sécher à plat parce que ça se réutilise. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Alors, peut-être pendant que vous formulez de nouvelles questions, j'en profite pour apporter quelques précisions pratiques. Vous allez recevoir le diaporama par mail en début de semaine prochaine. Un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous serez également informés et n'hésitez pas à diffuser cette information. Vous dire que si vous avez des projets de formation au sein de votre équipe, des projets de formation en diabétologie, vous pouvez nous contacter et nous pouvons réfléchir avec vous à vos projets de formation. Et enfin, le prochain webinaire portera sur le diabète gestationnel et de même, vous serez informés très prochainement de sa date. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les formuler. Il nous reste quelques minutes. Alors, Rosidalka, j'avais noté, Rosidalka, c'est des bandes pissaires, c'est à allongement court, donc il faut faire pareil, il faut avoir les IPS ou les IPSO, sinon c'est pas possible. Je suis en train de vous mettre le numéro de téléphone de la clinique, puisqu'il y en a qui le demandent, et on a également un mail. J'essaye de parler, de taper en même temps, c'est pas facile, hein. Ça va faire 3 choses à la fois. Désolée. Je tape mon adresse et voilà, vous avez le numéro et le mail. Alors moi, je suis pas spécialiste en contention, hein. Les bandes CLS, je connais pas, hein. Désolée. Dans le Velpo, c'est pas des bandes de contention. Donc ça, vous les mettez par-dessus vos pansements. C'est comme le Tibifast, vous pouvez l'utiliser pour fermer vos plaies en fait. Quand vous voulez pas mettre de collant, parce que la peau est trop fragile, et ben vous mettez une bande Velpo ou une bande Milex ou du Tibifast. Mais c'est pas quelque chose qui sert. Et faut pas le mettre serré d'ailleurs, hein, faut pas saucissonner. Pareil pour les soins, faut bien séparer les orteils. Quand vous fermez le pansement avec une bande, il faut bien séparer les orteils avec des compresses. Sinon, vous allez faire des lésions entre les orteils. Après, il y avait des questions peut-être au début que je n'avais pas vues sur les prélèvements. Je vais essayer de remonter. Sur les prélèvements, je ne sais plus s'il y en avait, si vous en avez vu, Anne. Ou... J'ai l'impression que vous avez répondu à toutes les questions. Si une question, Alors, si on n'a pas répondu à une question, n'hésitez pas à la poser à nouveau dans le chat, si jamais une question est restée en suspens. Alors, pour ce qui est juste de Francis, ce qu'on a fait, nous, hein, c'est qu'évidemment, on l'a hospitalisé. Donc, on l'a vu débarquer à la consultation, on était un peu décontenancés. Et on l'a fait hospitaliser d'abord à Nîmes. En fait, on a un service de court séjour qui permet, comme c'est sur le site de Caremo, c'est proche du plateau technique, donc qui permet de prendre les gens en urgence. On l'a fait hospitaliser dans la journée ou le lendemain, je me souviens plus. Et ensuite, on les fait souvent basculer au Gros du Roi, donc c'est un service de SSR, quand il y a des problématiques, soit des plaies qui sont importantes, longues à faire cicatriser, ou quand il y a des problématiques sociales. Et lui, évidemment, c'était le cas. Donc, on a décidé de faire comme ça. Voilà. Voilà, je me permets de répondre à Nicolas qui nous demande d'où vient l'initiative de ce webinaire. Donc, je rappelle que ce webinaire est porté par l'association Diabète Occitanie, qui est un dispositif régional. Et vous trouverez dans le mail dans lequel on va vous envoyer les supports une vidéo de présentation de Diabète Occitanie. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des projets
en lien avec le diabète, des projets de formation, des projets différents projets. On sera à votre écoute. Alors, il y a une question sur l'hydratation. Alors, le produit encore remboursé pour l'instant, c'est la crème Dexéril. C'est pas quelque chose, d'ailleurs quelqu'un en parle, c'est pas quelque chose de très hydratant, donc ça permet quand c'est de l'entretien, il faut que ça soit appliqué tous les jours. Attention, si vous appliquez une crème hydratante sur le pied, il ne faut pas en mettre entre les orteils, sinon ça favorise la macération et les mycoses. Après, tout ce qui est souvent ce qu'on conseille, c'est des crèmes hydratantes de supermarché en fait, hein, Nivea, Mixa, Neutrogena, tout ce que vous mettez sur les mains, ça marche aussi sur les pieds. Et en général, on leur dit de la mettre plutôt le soir, parce que s'ils la mettent le matin et qu'ensuite ils se chaussent, ils risquent de glisser, c'est pas forcément très agréable. Très agréable. Alors, la question, c'est est-ce que vous faites des formations autour du diabète? J'y réponds dans le chat. Diabète Occitanie en fait. Nous aussi, hein, d'ailleurs. Mais... il y a Lucette. Alors, très peu souvent. En fait, c'est pareil, j'ai pas été exhaustive dans les pansements, mais il y a plein de produits. Et déjà, si vous utilisez ce qu'on a cité là, bah, finalement, vous avez la possibilité de traiter toutes vos plaies. Donc, le Dialyset, pourquoi pas, mais il n'y a pas de bénéfice plus qu'un truc plus classique ou qu'un interface. Hein. Quand on met du Dialyset, c'est qu'en général, on est en fin de cicatrisation. Ben, vous mettez un interface, ça ira très bien aussi. Alors, nous arrivons au terme du webinaire. Il y aura peut-être encore une ou deux questions. N'hésitez pas à les poser. Je vous informe qu'en suivant le webinaire, d'ici la fin de journée, vous allez recevoir par mail un questionnaire d'évaluation. Il suffit d'une petite minute pour y répondre. Vraiment, on vous remercie d'y répondre. Ça va nous aider à améliorer le prochain, à progresser. Donc, on compte sur vous pour répondre à ce questionnaire. Alors, il y a une question sur une appli sérieuse, efficace. Une appli pour quoi faire? Pour les pansements? Pour conseiller sur les pansements? Ou pour suivre les gens? Parce qu'une appli pour les pansements, il y en a plein, mais elles sont basées sur des photos. C'est-à-dire que vous choisissez votre photo qui s'approche le plus de votre pansement et vous avez avisé diagnostic, conduite à tenir, donc il vous donnerait une conduite à tenir en fonction des éléments que vous rentrez. Il y a des labos qui... Urgo, hein, je pense qu'on a développé une que je connais pas bien. Il y a des applis de pansement qui vous orientent. Donc en fonction des photos, vous choisissez celle qui ressemble le plus et ça vous indique les marques, etc. Des pansements contre-indiqués. Alors, pas de pansement antimicrobien. Oui, il y a pansement, exactement. Pas de pansement antimicrobien. Les pansements à l'argent, ça n'a plus lieu d'être. On ne traite pas une infection comme ça, en fait. Hein. Quand il y a une infection, il faut faire un prélèvement, il faut faire une antibiothérapie par voie générale, si nécessaire. On met pas non plus d'antibiotiques par voie locale. Donc, les pansements qui ont des antibiotiques dedans, bah, c'est pareil, normalement, il n'y a pas lieu de faire ça. La question des pansements au miel, alors c'est quelque chose qui marche très bien, mais dans le pied diabétique, il n'y a pas d'études. Donc c'est pour ça que c'est pas dans les recommandations, mais il y a des pansements au miel qui existent, qui sont pas pris en charge, hein, à ma connaissance, c'est pas remboursé. Et pas d'appli diabète Occitanie, non, il n'y a pas. Peut-être dans les projets. Alors, ce n'est pas prévu à ce jour, mais voilà, on va faire remonter la question. Il est 15h30, donc ça va être l'heure de clôturer ce webinaire. Un grand merci à tous et toutes pour votre attention et merci beaucoup, Sophie, pour votre présentation qui était très claire. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question et après on devra arrêter. Dernière question. Alors, la TCPO2, c'est pas en première ligne. C'est sur avis du chirurgien vasculaire. On l'utilise très peu fréquemment et ça permet de savoir le pronostic de cicatrisation. Donc, c'est vraiment les gens
qui ont été revascularisés et on voit que ça ne fonctionne pas, avant de se poser la question d'une amputation, on propose une TCPO2 pour voir un peu le pronostic de cicatrisation, donc pas en première ligne. Merci à vous tous et merci aussi pour les compliments. Oui, vous pouvez m'appeler.